Maintenant, nous allons entamer la leçon 7 qui s'intitule « Variables aléatoires et leur distribution ». Avant de présenter le sommaire de cette leçon, je vais essayer de la motiver un petit peu puisque cette notion de variable aléatoire, nous allons dans ce cours l'aborder pour la première fois. Nous avions parlé jusqu'à maintenant de données qui étaient censées représenter un groupe d'une population. Et donc, jusqu'à maintenant, nous avions parlé d'échantillons et de population. Mais cette notion de population peut des fois être mal définie. Si je reviens par exemple au stock d'ampoules que nous avions déjà évoqué dans un des leçons, bien évidemment, les informations qu'on va tirer de l'étude seront écrites sur les boîtes de manière continue. Et donc, il se peut que les ampoules qui vont être concernées par cette inscription sont fabriquées longtemps après l'étude. Donc, la notion de population n'est pas bien définie dans ce sens. Il y a d'autres situations où la notion de population en tant que groupe d'individus, d'objets ou même de choses n'est pas très palpable si nous parlons d'expériences, par exemple, qui consistent à lancer une pièce de monnaie ou un dé un certain nombre de fois. Donc, pour finalement unifier toutes ces notions et pour ne pas être obligé à chaque fois de se référer à la notion de population, nous allons introduire la notion de variable aléatoire qui va nous épargner, si vous voulez, cette disparité et cette multitude de situations où on a du mal à définir la notion de population. Donc, nous allons commencer par donner la définition de la variable aléatoire, puis des exemples pour illustrer cette notion de variable aléatoire. Par la suite, nous allons parler de distribution de variables aléatoires. Rappelez-vous que jusqu'à maintenant, nous avions parlé de distribution de population. Et donc, puisque la variable aléatoire va se substituer à cette notion, nous allons donc parler de la distribution de variables aléatoires. Et comme caractérisation de distribution, nous allons parler pour la première fois d'une notion que nous allons qualifier de fonction de répartition, bien évidemment d'une variable aléatoire. Définition et exemple comme prévu. À cause de la variabilité et donc de l'imprévisibilité caractérisant le processus d'obtention d'une donnée, on peut considérer ce processus comme une expérience aléatoire. Donc, jusqu'à maintenant, nous avions parlé d'un certain nombre de données, souvent au nombre de n de manière générale, mais des fois, on a précisé le nombre de données. Mais là, nous allons singulariser une seule donnée et essayer de maîtriser sa variabilité à travers cette notion de variable aléatoire. Mais avant de le faire, on doit justifier l'introduction de cette notion de variable aléatoire parce que nous avions déjà dit à travers maintes exemples que les données, une donnée, disons la première donnée dans une série de données, si l'expérience entière est répétée une fois, deux fois, trois fois, on n'a pas des raisons de s'attendre à ce qu'on ait la même valeur. Nous ne pouvons même pas dire comment la valeur va varier d'une répétition à l'autre. Donc, ceci va nous introduire la notion de variable aléatoire à travers la définition suivante. Alors, définition, une variable aléatoire est une grandeur mathématique qui, lors d'une expérience aléatoire, peut prendre une valeur inconnue d'avance dans un ensemble de valeurs. Donc, finalement, c'est à peu près ce que nous avions dit sur une donnée, sur une observation, mais cette fois-ci, nous allons qualifier cette variabilité par cette grandeur mathématique que nous allons appeler variable aléatoire. Alors, j'ai noté ici V en jaune et A en jaune pour alléger la notation dans l'avenir et abréger variable aléatoire en utilisant uniquement V.A. pour ne pas réécrire à chaque fois
variable aléatoire. Donc, quand on verra V point A point, on reconnaîtra qu'il s'agit d'une variable aléatoire. Alors, vu la définition de la variable aléatoire, il est clair que la notion de variable aléatoire se réfère à toutes les valeurs possibles plutôt qu'à une simple valeur observée. En général, on utilise une lettre majuscule pour représenter une variable aléatoire. Donc, si vous voulez, nous avions parlé de données, de l'imprévisibilité de la donnée, de la variabilité de la donnée, et en même temps, cette imprévisibilité, cette variabilité était liée à un ensemble de valeurs possibles. Maintenant, nous avions introduit cette grandeur mathématique qui est tout simplement comme une fonction dont les valeurs possibles sont les valeurs possibles de cette observation ou de cette donnée. Et donc, finalement, la donnée qui est un simple chiffre est remplacée par cette grandeur mathématique qui pourrait prendre des valeurs selon l'expérience, mais ce sera toujours les valeurs possibles de cette donnée. Donc, la variable aléatoire, comme je l'ai dit ici, se réfère à l'ensemble des valeurs possibles des données, mais de toutes les façons, dans une expérience, cette variable aléatoire se verra attribuer une seule valeur et non pas plusieurs parmi toutes ces valeurs possibles. Donc, un certain nombre d'exemples. Premier exemple, on le notera x puisque nous avions convenu de noter qu'une variable aléatoire par une lettre majuscule, x, est le nombre de fois qu'on obtient pile dans une série de 10 lancers d'une pièce de monnaie. Alors, il faut qu'on s'entende bien sur une chose. Si dans une série de lancers, il est évident que le nombre de fois qu'on va obtenir pile sera connu une fois l'expérience est réalisée. Donc, ce que nous entendons ici par le nombre de fois que nous allons obtenir pile dans une série de 10 lancers, c'est ce qu'on prévoit avant la réalisation de l'expérience. Et c'est pour ça que ce qui va arriver, c'est quelque chose d'imprévisible. Mais on sait du moins dans quel ensemble on va se situer. Alors, pour cet exemple-là, x est le nombre de fois qu'on obtient pile dans une série de délancés d'une pièce de monnaie. Le nombre de fois auquel on doit s'attendre, il est soit 0, c'est-à-dire que dans les 10 lancers, on n'a observé que des faces, soit 1, soit jusqu'à 10. Donc, 10, c'est la valeur maximale de x et qui sera obtenue quand on n'obtiendra que des piles dans les n lancés. De la même façon, 0, c'est la valeur minimale quand on n'obtiendra que des faces dans les n lancés. Passons au deuxième exemple, où nous avons cette fois-ci une variable aléatoire y qui représente le nombre d'appels journaliers qui arrivent à un central téléphonique. Donc, encore une fois, ce qu'on matérialise par cette variable aléatoire y, ce n'est pas du tout ce que nous allons observer une fois que le jour est passé et que nous avions compté le nombre d'appels, mais à quoi on doit s'attendre avant la réalisation de cette expérience. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'imprévisible et c'est quelque chose qui pourrait prendre une valeur ou une autre, et la différence est tout à fait aléatoire. Z, le nombre de coups avant la première atteinte d'une cible. Donc, imaginons que je suis un tireur et face à moi, il y a une cible et donc je dois viser cette cible et je continue à tirer tant que je n'ai pas atteint la cible. Donc, Z, finalement, c'est le nombre de coups total que j'aurai tiré jusqu'à l'atteinte de la cible. Et alors, les valeurs possibles de Z sont entières. Et la plus petite valeur, c'est 1, parce qu'il faut bien que je fasse un essai pour savoir si j'ai atteint la cible ou pas. Mais si je n'ai pas atteint la cible en 1, je dois aller au-delà de 1 et donc faire un deuxième essai, un troisième et un quatrième. Alors, bien évidemment, le nombre total d'essais que je vais faire dépendra de mon habilité. Si je suis un bon tireur, j'ai des chances de m'arrêter un peu plus tôt et donc atteindre la cible relativement tôt. Mais si je suis maladroit, je risque de continuer à tirer pour un nombre assez grand et il y a de fortes chances que je n'atteins jamais cette cible. Ce qui fait que les valeurs possibles de ce Z
sont des valeurs entières qui démarrent à 1, mais qui peuvent aller de manière illimitée, selon l'habilité du tireur. Un quatrième exemple, T. Cet exemple-là, on y est habitué déjà, c'est la durée de vie d'un composant électronique qui ressemble un petit peu à la durée de vie d'une ampoule électrique. Donc, nous avons un composant électronique qui est placé sur une machine, qui pourrait être un ordinateur ou qui pourrait être n'importe quoi, et nous nous intéressons à la durée de vie de ce composant électrique. Donc, cette durée de vie, c'est quelque chose d'imprévisible, mais nous pouvons tout de même dire que l'ensemble des valeurs possibles de cette durée de vie, c'est un intervalle. C'est un intervalle, puisque ça ne pourrait pas être une valeur isolée. Même si on ne peut pas prévoir cette valeur, nous ne pouvons pas dire d'avance qu'il sera une parmi tant de valeurs, mais elle sera plutôt dans un intervalle qui pourrait éventuellement être illimité, ce qui n'est pas raisonnable pour cet exemple, mais pour d'autres, il pourrait être sans borne supérieure. Le cinquième exemple, c'est W, l'erreur de pesée d'un corps sur une balance automatique. Donc, nous avions aussi déjà vu ça, mais pas en tant que variable aléatoire, mais en tant que donnée. Donc là, dans cet exemple, nous décidons de faire une pesée d'un corps dont le poids est inconnu sur une balance automatique et nous sommes susceptibles de commettre des erreurs, ce qui est tout à fait normal. Donc, cette erreur-là, nous ne pouvons pas la prévoir et il variera selon la répétition de la mesure et la variation se fera de manière tout à fait aléatoire. Et c'est pour ça que nous matérialisons cette erreur W, cette erreur par la variable aléatoire W, qui est bien une variable aléatoire. Et dont les valeurs possibles sont les valeurs que peut prendre cette erreur-là. Et nous ne pouvons qu'attendre jusqu'à la réalisation de cette mesure pour avoir une idée d'une valeur possible. Et s'il faut avoir plus, il faut refaire cette expérience plusieurs fois. Donc, récapitulons un petit peu l'ensemble des valeurs possibles de ces différentes variables aléatoires. Pour ce qui est du nombre de piles dans une dizaine de lancers, l'ensemble des valeurs possibles, c'est 0, 1, jusqu'à 10, et ceci, on l'a déjà mentionné. Maintenant, pour Y et Z, où on avait nombre d'appels téléphoniques arrivant à un central ou le nombre de tirs jusqu'à l'atteinte d'une cible, c'est quelque chose qui démarre je crois qu'à 1, et ça va de manière illimitée, bien que illimité, c'est quelque chose de ne pas raisonnable, et on va voir plus tard qu'on peut tout de même supposer que c'est illimité, bien que dans la réalité, ça ne l'est pas et ça ne gêne pas beaucoup. Les variables W et T que nous avions vues, c'est des variables qui représentent des données continues, et donc pour ces deux variables, nous avons un intervalle. Donc par exemple pour W, qui était l'erreur de mesure, ou pour T, qui était la durée de vie d'un composant électronique, nous pouvons supposer que nous avons un intervalle, et ceci, ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous l'avions déjà vu sous une autre forme, en parlant de données et non pas de variables aléatoires, mais là, nous voyons bien que la variable aléatoire, c'est tout simplement quelque chose qui est un petit peu greffé sur les données, tout en tenant compte de cette variabilité associée à ces données. Bon, comme pour les données, selon l'ensemble des valeurs des variables aléatoires, on va qualifier les variables aléatoires x, y et z par discrètes, donc ce sont des variables aléatoires discrètes, et t et w sont continues. C'est exactement de la même façon que nous l'avions fait pour les données. Donc, une variable aléatoire discrète, c'est en fait une variable aléatoire dont les valeurs possibles est un ensemble fini ou au plus infini dénombrable, alors que les variables aléatoires continues
exactement comme les données, ce sont des variables aléatoires à valeur dans un ensemble qui est souvent un intervalle qui peut ne pas être limité, qui peut être une demi-droite, c'est-à-dire de 0 jusqu'à l'infini, mais on continuera toujours à parler d'intervalle. Donc, vous voyez bien que même pour les variables aléatoires, c'est un peu naturel, puisque de toute façon, on les a définis en se basant sur une donnée. On parlera de variables aléatoires discrètes et de variables aléatoires continues. Et donc, on doit s'attendre à ce que le traitement de ces deux types de variables aléatoires va être légèrement différent d'un type à l'autre. Alors, j'ai bien dit que la variable aléatoire, matérialise la donnée à laquelle on s'attend avant l'expérience. Maintenant, une fois l'expérience est effectuée, on va obtenir une valeur numérique à travers cette expérience. La valeur numérique ainsi obtenue est dite valeur observée de la variable aléatoire associée à cette expérience. Donc, si vous voulez, notre point de départ, c'était cette valeur numérique, mais comme on a constaté que cette valeur numérique n'est pas stable, elle change d'une répétition de l'expérience à l'autre, nous l'avons représentée par une variable aléatoire. Mais une fois l'expérience est réalisée, on va retourner à cette valeur numérique qui sera une réalisation de cette variable aléatoire, laissant la porte ouverte à d'autres réalisations dans la répétition de l'expérience. Donc finalement, ce x sera le même et les différentes valeurs qu'on obtiendra selon la répétition, on va les appeler réalisation ou valeur observée de la variable aléatoire. Mais de toutes les façons, dans la pratique, nous allons avoir uniquement une seule valeur observée. Parce que rappelez-vous, je ne parle pas d'une série de données, je parle d'une donnée. Donc chaque donnée sera la valeur observée d'une seule variable aléatoire. Alors, pourquoi donc la variable aléatoire? La variable aléatoire, comme on l'a dit déjà depuis pas mal de fois, elle nous permettra d'avoir à la fois la donnée et de maîtriser la variabilité de ces données à travers la distribution de cette variable aléatoire qu'on va voir plus tard. Alors, je viens de dire que la valeur numérique associée à cette variable aléatoire est la valeur observée ou la réalisation de cette variable aléatoire. Seulement, le résultat d'une expérience n'est pas toujours numérique. Et ça, ce n'est pas nouveau. On l'a dit déjà plusieurs fois. Et il suffit de revenir aux exemples que nous avions déjà mentionnés. La lancée d'une pièce ne résulte pas en nombre, mais elle résulte en pile et face ou face. La lancée d'un dé ne résulte pas en nombre, mais résulte plutôt en l'une des 6 faces possibles. Donc, ce sont des données qu'on a qualifiées de catégoriques. Et donc, nous n'avons pas de valeur numérique. La solution, on l'a déjà mentionnée. On va tout simplement la répéter d'une autre façon dans ce contexte. Donc, à la première expérience, on va associer une variable aléatoire tout de même, x, qui prendra la valeur 1 si on obtient pile et 0 si on obtient face. Sinon, si on n'obtient pas pile, on obtient face. Donc, finalement, cette attribution de valeurs 1 et 0, c'est un petit peu le codage dont on avait parlé déjà pour qualifier ou là, pour rendre numérique une expérience catégorique. On fera la même chose pour la deuxième expérience et on va associer la variable aléatoire y qui prend le numéro de la face obtenue, en supposant que les faces sont numérotées de 1 à 6. Mais convenons que cette numérotation de 1 à 6, elle est tout à fait arbitraire. On aurait pu les numéroter de 11 à 16. Personne ne peut nous en empêcher. Donc, c'est arbitraire. Et même à quelle face on attribue le numéro 1 et à quelle face on attribue 5, c'est aussi arbitraire. Donc, c'est encore une fois un codage, mais ça fera notre affaire, puisque là, ça nous définira une variable aléatoire y qui prendra ces 6 valeurs et qui sont cette fois-ci numériques. Donc, ayant défini maintenant de manière claire la notion de variable aléatoire et la définir dans les deux situations, que ce soit des données
où on a directement des nombres, donc des données numériques, ou des données catégoriques, et donc codées pour obtenir une variable aléatoire à valeur numérique, nous pouvons maintenant dire que une fois une variable aléatoire définie par ce processus, toute fonction d'une variable aléatoire est elle-même une variable aléatoire. Je crois que c'est évident. Pourquoi? Parce que si j'ai une variable aléatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fonction qui va prendre des valeurs imprévisibles. Je ne sais pas, je sais dans quel ensemble elle va prendre ces valeurs, mais je ne sais pas exactement laquelle des valeurs qu'elle va prendre. Maintenant, si je prends une fonction de cette variable aléatoire, il se comportera de la même façon. Pour que je puisse déterminer la fonction de cette variable aléatoire, il faut que je connaisse la valeur de la variable aléatoire. Et pour cela, je propose les exemples suivants. Alors, x est une variable aléatoire. 2x plus 5, c'est aussi une variable aléatoire. Si on attend une expérience pour connaître une valeur observée de x, on est obligé de faire de même pour 2x plus 5. Tant qu'on ne connaît pas x, on ne connaîtra pas 2x plus 5. Même chose pour x au carré. Il faut attendre à connaître x pour connaître x au carré. Et donc, x carré est aussi imprévisible que x. Et donc, on ne connaîtra la valeur de x carré qu'une fois l'expérience est réalisée et qu'une fois x s'est vu attribuer une valeur observée. C'est aussi la même chose pour une autre fonction, c'est l'exponentielle de x, sans des variables aléatoires. Attention, j'ai bien dit exponentielle de x. J'aurais pu mettre par exemple logarithme de x. C'est une fonction de x. Mais il faudrait s'assurer que les valeurs que x va prendre dans une expérience définissent bien la fonction. Donc pour une exponentielle, peu importe la valeur de x, ça sera toujours bien défini. Mais pour un logarithme, si le x risque d'être nul, alors on a des problèmes. On ne va pas pouvoir le définir. Donc il faut faire attention que les fonctions qu'on va considérer sont bien définies à travers les valeurs que cette variable aléatoire va prendre. Mais sinon, les variables aléatoires définies ainsi peuvent ne pas avoir de sens ou peuvent ne pas être définies tout simplement. Donc, maintenant qu'on a défini la notion de variable aléatoire, on va passer à la distribution de variables aléatoires. Je ne crois pas qu'on va tout refaire à zéro, puisque l'essentiel du travail a été fait dans le contexte d'une population. Nous avions bien parlé de distribution de population. Mais je vous ai déjà dit qu'on voudrait bien se débarrasser de cette notion de population parce que des fois, elle n'est pas très précise et des fois, on est obligé de la définir de manière un petit peu artificielle, comme l'exemple de lancer une pièce de monnaie un certain nombre de fois. Donc, le nombre de lancers, on peut le considérer comme un échantillon, mais de quelle population? On peut s'efforcer pour définir ceci, mais ce ne serait pas naturel, ce serait un petit peu artificiel. Donc, on va tout simplement transférer les résultats et les adapter que nous avions déjà obtenus dans le cadre d'une population à la nouvelle situation de variables aléatoires. Alors, en général, une variable aléatoire est associée à une expérience aléatoire. C'est exactement comme ça qu'on l'a défini, qui est assimilée à un processus permettant de réaliser une observation. Ces valeurs possibles sont celles de cette observation. Donc c'est ça, la jonction qui va nous permettre d'hériter la distribution de la variable aléatoire à partir de celle d'une population. Donc, nous avons vu comment on peut définir sur cet ensemble un modèle de probabilité. Soit x, une variable aléatoire à valeur dans x1, xm. La réalisation de l'événement xj est notée dans ce cas, x est égal à xj. Donc, je vous rappelle le processus de fréquence et de probabilité. Dans un premier temps, on a parlé d'une donnée, et ça pourrait être x1 par exemple. Nous avions parlé de sa fréquence, et à travers sa fréquence, on a obtenu sa probabilité. Par la suite, nous avions défini la notion d'événement élémentaire. Et dans ce cas-là, nous avions gardé le même x1, mais on lui a rajouté des accolades pour parler d'un événement.
mais la fréquence de ce nouveau événement que nous avions appelé événement élémentaire était toujours la fréquence de x1. Là, on va tout simplement changer la notation. Et au lieu de parler de x1 ou de x1 entre accolades comme événement élémentaire, nous allons parler de ce même événement élémentaire vu comme ceci. Puisque de toutes les façons, obtenir cet événement, c'est obtenir celle-ci, puisque après tout, x est égal à xj, ça veut dire que dans l'expérience, nous avions observé xj, et c'est ce que nous avions dit quand on avait défini cet événement xj. Et c'est ça la base finalement, pour pouvoir transférer la distribution que nous avions obtenue à propos d'une population pour la distribution d'une variable aléatoire. Alors, la probabilité de l'événement, qui était notée sans le P, est aussi notée P de x est égal à xj. C'est naturel, c'est la généralisation. On est toujours en train de parler de la même chose, mais on est en train d'évoluer pour aller de l'avant en essayant de faire évoluer les notations, mais la référence est toujours la même. Alors, le modèle de probabilité est basé tout simplement sur la connaissance de P, x égale à xj pour les différentes valeurs de j. Il nous permet de calculer la probabilité de tout événement. Je ne vous apprends rien de nouveau, sauf qu'il y a un contexte différent. Rappelez-vous que pour des populations discrètes ou catégoriques, puisque dans la leçon de distribution de population, nous avions assimilé ces deux populations, nous avions dit qu'un modèle de probabilité, c'était tout simplement une table dans laquelle nous avons les valeurs possibles sur une ligne et les probabilités correspondantes qui remplacent les fréquences dans un modèle, dans un tableau de fréquences, et ça définissait tout. On pouvait, à partir de là, calculer les probabilités de tout événement. Eh bien, les probabilités des événements élémentaires, ce sont celles-là. Et donc, si nous disposons de ça, nous pouvons maintenant calculer les probabilités de tout événement avec cette nouvelle définition d'un événement, tout simplement dans un contexte nouveau. Un exemple de calcul de probabilité d'un événement à partir des événements élémentaires que nous avions qualifiés d'élémentaires dans une autre leçon. Alors, j'ai une variable aléatoire qui prend des valeurs dans un ensemble et sont discrètes, donc les valeurs sont tout simplement indexées par un indice qui va de 1 à n. Et là, je m'intéresse à la probabilité que x soit xj ou xk. Donc, la probabilité que x est égal à xj ou x est égal à xk. De toutes les façons, nous avions déjà vu que la probabilité de l'union de deux événements, c'était la somme des probabilités, mais à condition. La condition, c'était que les deux événements étaient exclusifs. Ça veut dire qu'elles ne pouvaient pas se réaliser simultanément. Ceci est bien vérifié dans cet exemple. Notre x, si xj est différent de xk, une fois qu'on va réaliser l'expérience, il ne prendra qu'une seule valeur. Il ne peut pas prendre à la fois la valeur xj et xk. Donc, ces deux événements, x égale à xj, x égale à xk, sont exclusifs. Il ne peut prendre que l'une des deux valeurs. Et ça nous permet donc de calculer la proba de cet événement à partir de la somme des probas de chacun des événements élémentaires. La probabilité que x est différent d'un xj, pour j quelconque, on peut le calculer à partir de 1 moins la proba que x égale à xj. Ça, c'est un peu les règles de calcul de proba que nous avions vues déjà, tout simplement parce que cet événement et celui-là, ils sont complémentaires. Quand on va réaliser l'expérience, soit que notre x égale à xj, soit que x est différent de xj. Ce sont les deux possibilités. Il n'y en a pas d'autres. Et alors, ces deux événements sont complémentaires. Et si on cherche à quantifier les chances que x égale à xj, c'est 1 moins les chances que x est égal à xj. Différence, c'est 1. Maintenant, si nous voulons calculer la probabilité que x est inférieur à xk, la probabilité que x est inférieur à xk, c'est la probabilité que x s'identifie à n'importe quelle valeur possible qui sont inférieures à xk.
Donc, c'est la somme sur J pour tous les J qui sont inférieurs à K de la probabilité que X est égal à XJ. Donc, nous allons tout simplement rajouter, ici on l'a fait pour 2, mais là on va le faire pour un certain nombre de termes. On va commencer par la plus petite valeur et on va rajouter la valeur qui suit, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à cette valeur et on va s'arrêter. Ce sera donc une somme. Toujours est-il que la probabilité de n'importe quel événement sera calculée à partir des probabilités des événements élémentaires. La connaissance donc des probabilités que x égale à xj définit ce qu'on appelle le modèle de proba, ou dans ce contexte, la distribution de la variable aléatoire x. Alors, pour une variable aléatoire continue, z, l'événement d'intérêt, ce n'est pas la peine de me répéter, c'est le fait que z se trouve entre deux valeurs a et b, et il représente ce que nous avions déjà vu avant, l'intervalle ab. Donc, ce sont deux notations différentes pour signifier la même chose, et donc, ce sera toujours l'événement typique, puisque dans la pratique, nous avions dit que les événements qui nous intéressent le plus dans le cas continu sont les intervalles. Alors, bien évidemment, pour le cas discret, on l'a déjà vu, le calcul se fait à partir des événements élémentaires. Pour le cas continu, il suffit, le modèle de proba est défini à l'aide d'une fonction de densité, f de z, comme on l'a fait pour les populations, qui est aussi dite, cette fois-ci, densité de la variable aléatoire z. Donc, la fonction de densité que nous avions avant, qui était la densité de la population, dans ce contexte, on va tout simplement la qualifier de densité de la variable aléatoire z. Donc, tout simplement, c'est une adaptation au nouveau contexte, mais rien n'est différent. Alors, je peux calculer donc cette probabilité comme étant la probabilité que z est entre a et b. Remarquez bien que là, j'ai changé l'inégalité large en inégalité stricte. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit, et je le répète, que pour des données continues, une valeur n'a jamais d'importance. Et on a même dit que la probabilité d'avoir une valeur était pratiquement nulle. Et donc, enlever une valeur d'un intervalle ou la rajouter, ça ne change rien du tout. Donc, je peux mettre ici une égalité stricte. Et ça tombe bien parce que, à partir de la définition de la densité, ceci serait la fonction de b moins la fonction de a. Donc, c'est une intégrale entre a et b de f de z de z que je ferme l'intervalle ou je l'ouvre d'un côté. Ça ne changera rien du tout dans le calcul de cette intégrale. Alors, la distribution d'une variable aléatoire est caractérisée par la probabilité des événements élémentaires dans le cas discret et par une fonction de densité dans le cas continu. Là, je ne me fais que répéter, mais dans le contexte nouveau. C'est ça l'essentiel, mais sinon, je ne l'aurais pas fait. Alors, tout de suite, on va parler de deux variables aléatoires x et y et dire quand est-ce qu'on peut dire qu'ils ont la même distribution. Alors, deux variables aléatoires x et y ont la même distribution si, d'abord, ils ont le même ensemble de valeurs. Ça, c'est la première des choses. Après, ils doivent avoir la même densité si elles sont continues, dans le cas continu. Mais s'ils sont discrètes, ils ont d'abord le même ensemble de valeurs, mais pour chacune des valeurs, les probabilités doivent être les mêmes. C'est très simple. Et après ça, on peut dire que nos deux variables aléatoires ont la même distribution. Fonction de répartition maintenant d'une variable aléatoire. Définition, on appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire x la fonction f définie sur l'ensemble des réels R et à valeur dans 0,1. Et elle est définie par f de x, c'est la probabilité que notre variable aléatoire grand X est inférieur ou égal à ce nombre petit x. Première remarque qui ressort de la définition, c'est que plus x augmente, plus cette probabilité augmente, et de ce fait, notre fonction f est croissante. Donc, si j'augmente le x, j'ai plus de chances que ma variable aléatoire soit dans un intervalle beaucoup plus large, parce qu'il s'arrête à x, mais plus x est grand, plus l'intervalle ou la demi-droite est grande, et donc plus
j'ai des chances de m'y trouver, ce qui fait que ma fonction de répartition, elle est croissante. Ça, c'est la première remarque à partir de la définition. Maintenant, nous allons essayer d'écrire cette fonction de répartition dans un exemple que nous avions déjà vu. Alors, si x est le nombre de fois qu'on a pile dans 10 lancers d'une pièce, alors, f de x égale à 0 si x est négatif. Pourquoi? Parce que de toute façon, le nombre qu'on va obtenir n'est jamais négatif. Et alors, les chances que notre grand X soit inférieur à un nombre négatif, c'est 0. Maintenant, si X est supérieur à 10, les chances que notre X soit inférieur à ce nombre, c'est 1, parce que notre X ne peut jamais dépasser 10. La valeur maximale de X, c'est 10. Donc, ces deux cas, ils sont tranchés. Il reste le cas où X est entre 0 et 10. Alors, dans ce cas-là, nous allons tout simplement positionner notre X et chercher un entier K qui encadre X de cette façon. Donc, le K lui-même, il est inférieur ou égal à X, mais le K plus 1, il est strictement supérieur à I. Et donc, nous pouvons calculer cette fonction de répartition en considérant cette somme. Donc, on va sur tous les J qui sont inférieurs ou égaux à K jusqu'à ce qu'on atteint K, et le cumul de ces quantités-là qu'on aurait obtenues va nous donner tout simplement la fonction de répartition dans cet exemple. Alors, si z est une variable aléatoire continue de fonction de répartition f et de fonction de densité petit f, alors la probabilité que z se trouve entre a et b, c'est aussi la probabilité que z se trouve entre a et b. Là, je remplace l'inégalité large par l'inégalité stricte pour la même raison que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je suis dans le cas continu. Mais cette probabilité, elle est égale à f de b moins f de a. La proba que z se trouve entre a et b, c'est la proba que z est inférieur à b, moins la proba que z est inférieur ou égal à a. Donc, le fait d'être là, ça veut dire qu'on est de moins l'infini jusqu'à b, mais quand on enlève ceci, ça veut dire qu'on a enlevé tout ce qui n'est pas là. Et ça nous donne cette différence. Et par suite, nous pouvons donc dire que cette probabilité pour laquelle on a proposé cette formule pour la calculer, elle est aussi égale à f de b moins f de a. Et ça concorde avec la définition de la probabilité d'un événement AB que nous avions donné auparavant. C'est tout simplement l'aire comprise entre A et B sous la courbe de cette fonction que nous avions appelée fonction densité. Alors, si T est une variable aléatoire discrète à valeur dans T1, Tm de fonction de répartition G, alors la proba que T égale à Tg, c'est tout simplement G de Tg moins G de T indice J moins 1. C'est assez facile à vérifier. Donc finalement, la probabilité d'un événement élémentaire, on peut la calculer à partir de la probabilité de la fonction de répartition. Donc être égal à Tj, c'est être inférieur ou égal à Tj, moins être strictement inférieur ou égal à Tj moins 1. On est dans le cas discret, je vous le rappelle. Alors, la fonction de répartition d'une variable aléatoire caractérise sa distribution. On peut, de la fonction de répartition, passer à la distribution, et de la distribution, passer à la fonction de répartition. D'ailleurs, c'est comme ça que la fonction de répartition a été définie. Donc, si x est une variable aléatoire, et si y est égal à x plus b, on peut calculer la distribution de y à partir de celle de x de la manière la plus élémentaire. Il suffit de voir que la proba que y inférieur à y, c'est la proba que, en remplaçant ceci par sa valeur, on retrouve ça, et finalement, on arrive à la proba que x inférieur à un nombre. Et donc, la distribution de y est parfaitement obtenue, la fonction de répartition de y est parfaitement obtenue à partir de celle de x. C'est ce qui est dit ici, la distribution de y est obtenue à partir de celle de x. Donc, la distribution de n'importe quelle fonction de variable aléatoire, on peut l'obtenir à partir de celle de cette variable aléatoire. On peut montrer de manière générale que si x est une variable aléatoire et si h est une fonction réelle, alors la distribution de la variable aléatoire y est égale à h de x est obtenue à partir de celle de x. Ça généralise un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure dans l'exemple. D'abord, puisque x est une variable aléatoire, y l'est aussi. Et en même temps, si on connaît la fonction de répartition ou de manière équivalente la distribution de x, nous pouvons en déduire la fonction de répartition de y, donc la distribution de y. Alors, un dernier exemple pour illustrer ça, je vais me revenir à y est égal à x carré et vérifier que
finalement, on peut calculer la fonction de répartition de y à partir de x. Alors, la probabilité que y est inférieur à y, si y est négatif, y est toujours positif puisque c'est un carré, donc ceci c'est 0. Il n'y a que le cas y positif qui va nous importer, où nous n'allons pas avoir une probabilité 0. Puisque y est positif, le fait que y qui est égal à x carré est inférieur à y carré, nous pouvons tout simplement encadrer x par moins racine de y et plus racine de y. Et donc, la proba que z est inférieur à z, c'est la proba que x est compris entre ces deux valeurs. Et nous avions déjà vu qu'on peut obtenir ceci à partir de la fonction de répartition dans le cas continu, avec une petite nuance dans le cas discret. Même chose pour le deuxième exemple que nous avions déjà vu. Si je prends z est égal à log de x, à exponentielle de x, pardon, z est égal à exponentielle de x, la probabilité que z est inférieur ou égal à z, c'est la probabilité que x est inférieur ou égal à log de z. Et là, il faut qu'on se méfie. Attention. Qu'est-ce que j'ai fait en passant de là à là? J'ai transformé les deux membres de cette inégalité par le logarithme. Alors, si j'ai pu conserver cette inégalité dans ce sens, c'est parce que le logarithme est croissant. Ça veut dire que pour deux valeurs qui sont ordonnées dans un sens, si j'applique le logarithme aux deux valeurs, les nouvelles valeurs restent ordonnées dans le même sens. Mais il se peut que j'ai une transformation qui inverse l'inégalité, et dans ce cas-là, il faut que je me méfie. Ici, Dieu merci, je n'ai pas ce problème, l'inégalité est conservée, et donc finalement, à partir de x, je peux calculer la probabilité que z est inférieur à z, et j'en termine ici. Donc, encore une fois, je suis sûr qu'on pourrait se poser des questions, qu'on pourrait avoir besoin d'exercices pour mieux comprendre ce que nous avions dit. On pourrait avoir quelques points obscurs dont on demandera des éclaircissements. Alors pour cela, je vous invite tout simplement à joindre le site web Netuno et donc cliquer sur Mednetu pour l'obtenir. Et merci.